BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Les taux d'intérêt à long terme remontent. On va en parler avec Jean-François Fiatre, directeur éditorial de Marché Gagnant. Bonjour. Bonjour Stéphane. Il grimpe. Ouais, il grimpe par la vitesse de la lumière. En tout cas, avant la décision hier de la Fed, on rappelle le Bund en Allemagne est passé au niveau de 10% sur le bout de 10 ans. Outre-Atlantique, les Treasury Bonds ont franchi la barre des 3%. Notre bonne vieille OAT, elle était à 1,5%. Je rappelle quand même, Stéphane, mi-décembre, elle était à 0. Ça veut donc dire qu'en moins de 6 mois, les taux ont progressé de 1,5%. Donc on peut s'interroger sur les conséquences de ce mouvement pour les épargnants. Pour savoir comment réadapter son portefeuille, on fait comment ? Non, alors justement, je pense que c'est, moi très sincèrement, la méthode de Marché Gagnant, c'est justement de bâtir sa stratégie patrimoniale sur son profil et non sur l'environnement. Et en pratique, c'est quand même beaucoup plus simple parce que c'est plus facile de se connaître soi-même que de connaître l'environnement. Du coup, la méthode qu'on a chez Marché Gagnant fonctionne quel que soit le temps. Mais en revanche, regarder l'évolution de la météo, c'est utile, notamment pour faire de la pédagogie. Alors déjà, posons-nous une question toute simple, Stéphane. Pourquoi constate-t-on parfois des hausses de taux d'intérêt à long terme ? Je me méfie toujours de votre question, je ne vais pas répondre. Alors, la première hypothèse que je vais prendre, c'est une crise de liquidité. On voit ça notamment sur le marché des obligations à haut rendement. Je vous raconte une histoire. Ouais. Vous êtes un investisseur, vous avez une obligation d'entreprise, il y a une crise de liquidité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Et vous avez des titres, vous souhaitez les vendre. Alors, comment faire ? Vous allez dire aux acheteurs potentiels, un acheteur potentiel, tiens, si tu veux, moi je peux te proposer une meilleure rentabilité pour que tu m'achètes. Évidemment, le gars qui est en face, ça peut le tenter de faire une bonne opération. Mais en réalité, pour lui permettre d'avoir une meilleure rentabilité, quand on est sur une obligation à taux fixe, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Il n'y en a qu'une, c'est de baisser le prix. Et une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez pourquoi quand les taux montent, c'est-à-dire quand les acheteurs veulent plus, eh bien, le prix des obligations baisse, c'est-à-dire que les acheteurs touchent moins, car en pratique, l'émetteur, lui, paye toujours la même chose. Ouais, là, on ne peut pas parler vraiment de crise de liquidité pour justifier la hausse des taux. Exact. Alors, une autre raison de la hausse des taux, si on n'est pas dans le phénomène technique, c'est le phénomène fondamental, et notamment l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une obligation, ça a une valeur de remboursement fixée à l'avance. Alors, si je vous dis, prêtez-moi de l'argent et je vous rembourserai 100 dans 10 ans, vous n'allez pas tout à fait me réclamer le même taux si avec les 100 dans 10 ans, vous pouvez acheter 100 baguettes ou si vous pouvez n'en acheter que 50. Aujourd'hui, le sujet, il est clairement là. Mais maintenant, je vous propose, pour essayer de bien comprendre, de nous intéresser au rôle des banques centrales et au fonctionnement de l'économie. Déjà, le KPI de l'économie, c'est quoi ? KPI, indicateur de performance. C'est du jargon, je suis désolé. Ouais, c'est le produit intérieur brut, j'imagine, pour l'économie. Exact. Et on va donc essayer de comprendre le lien entre la hausse des prix et la croissance économique mesurée par l'indicateur clé qui est effectivement le produit intérieur brut. Et puis on va se focaliser sur la consommation. Pourquoi ? Parce qu'elle représente peu ou prou 70% de l'activité économique. Question, Stéphane, si je vous dis les prix sont orientés à la baisse, quel est votre réflexe de consommateur ? Alors, si j'ai une voiture qui vaut 100, je peux l'acheter 90 dans 2 ans, je vais attendre. Du coup, vous allez mettre le bazar. Et pourquoi ? Parce que si vous n'achetez pas, pourquoi un producteur produirait ? Et donc, à quoi bon payer des gens à produire des choses qui ne sont pas consommées ? Donc, dans une pure logique économique, dans cette situation, il faut mettre les gens à la porte. Mais si on met les gens à la porte, ils vont gagner moins. Donc, leur propension à consommer à l'avenir sera négative. C'est le cercle vicieux de la déflation. Maintenant, on change d'hypothèse, on n'imagine pas que les prix baissent, mais on imagine au contraire qu'ils augmentent fortement. Qu'est-ce que vous faites ? Une augmentation, je demande une augmentation. Ouais, mais ça, en fait, c'est pas le temps 1. Parce que le premier réflexe que vous allez avoir, ça va être de recalibrer votre consommation. Vous aviez 100 de revenus, et avec vos 100 de revenus, vous pouviez acheter 100 baguettes à 1 euro, eh bien si la baguette passe à 1,20 €, vous n'en achèterez plus que 83. Et ça va avoir un impact sur le PIB et ça aura également un petit impact de grogne sociale. Donc, deuxième hypothèse, vous obtenez une augmentation, ce que je vous souhaite. Mais là, en pratique, vous allez donc alourdir les charges de vos entreprises et le bazar va être ailleurs. Bref, déflation ou inflation forte, c'est le bazar. D'où ce mi-chèvre, mi-chou de la stabilité des prix autour des 2%, qui vous incite en fait à agir
et acheter de suite plutôt que demain, sans pour autant déséquilibrer le système. Quel est l'impact de la forte remontée des taux longs sur les épargnants? Alors, on va commencer par l'épargne de court terme qui est la plus concernée. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur son épargne de court terme, on est susceptible de piocher dedans pour payer ses courses. Donc la question du nombre de baguettes, elle est cruciale. Techniquement, en pratique, pour autant, il n'y a aucun rapport entre le rendement de l'épargne de court terme et les taux d'intérêt à long terme. Alors, la situation actuelle, elle est claire. Si vous êtes un épargnant populaire sans peu de moyens, vous vous faites littéralement arnaquer. Pourquoi? Parce que le traitement du livret d'épargne populaire est absolument indigne. Vous avez le ministre de l'économie et des finances, vous avez le gouverneur de la Banque de France qui fanfaronnent pour dire que le LEP est protégé de l'inflation, mais c'est faux, absolument faux. Certes, le LEP il a été remonté au début de l'année à 2,2%, mais il aurait dû l'être à nouveau il y a de cela quelques jours, c'était le 1er mai, si la parole publique avait un sens. Puisque vous parlez des clientèles avec peu de moyens, avez-vous le communiqué de l'autorité de contrôle prudentielle et de régulation qui critique ouvertement les pratiques commerciales des distributeurs d'assurance vie sur les clientèles fragiles? Quelle est votre réaction? J'imagine que vous l'avez vu. Ouais, alors quand un régulateur dit que des gens font pas mal les choses bien, je vais pas le critiquer, mais ne comptez pas sur moi en revanche pour ne pas essayer de voir le problème dans sa globalité. Ce communiqué, il appelle de ma part plusieurs remarques. Un, quand on fait un communiqué public, il serait bon qu'il soit compréhensible par ma copine Choupinette. Et que ce ne soit pas du langage codé pour les assureurs, sous prétexte qu'on a contrôlé sans vouloir sanctionner. 2. La CPR semble nous dire que l'assurance vie n'est pas totalement liquide. Je réponds OK, mais pourquoi donc avoir laissé dire pendant des années qu'on pouvait récupérer son argent aussi vite sur un contrat d'assurance vie que sur un livret A? 3. Ils prennent une déposition sur les unités de compte. J'avoue que je ne comprends pas trop quelle est leur recommandation. Est-ce qu'ils disent aux distributeurs de ne pas vendre d'assurance vie ou est-ce qu'ils leur disent de mettre des unités de compte peu risquées? Et si c'est le cas, je pose la question, est-ce véritablement dans l'intérêt du client vu les frais et les performances attendues? Et 4, je conclus, puisque vous me posez la question sur ce communiqué de la CPR, je constate que le patron de la CPR, c'est le gouverneur de la Banque de France. Et moi, je veux bien entendre le problème des abus des distributeurs, mais à mon sens, si le livret d'épargne populaire protégeait véritablement de l'inflation et que l'information était bien faite, ben ces mauvaises pratiques des distributeurs, elles seraient sûrement beaucoup moins répandues. Donc voilà le coup de gueule de Jean-François Filâtre à l'impact de la hausse des taux sur l'assurance vie et plus particulièrement sur le fonds en euros. Alors, le risque ultime, c'est le blocage des fonds depuis la loi Sapin. Pourquoi? Parce que les obligations qui sont au portefeuille ont vu leur valeur baisser. Et en fait, ça pose pas de problème tant que les gens retirent pas d'argent parce que c'est juste des sujets d'écriture comptable. Le hic, c'est si les gens volent leur argent, eh bien, il leur faudra concrétiser les pommes du côté des assureurs et ça fera des trous dans la caisse. Allez, dernière question, probabilité de survenance. Bon, je dis pas non nul parce que vous savez, j'ai toujours été convaincu qu'il fallait analyser les risques extrêmes, à mon sens très faibles. Pourquoi? Parce que ces dernières années, le fonds en euros a plutôt été globalement décollecte, donc on a acheté peu d'obligations à des rendements très bas. 2, le niveau de rachat est à un niveau qui est historiquement tout à fait cohérent, donc on n'a pas d'inquiétude là-dessus, même si en 2021, les arbitrages sur les contrats ont plutôt été des unités de compte vers le fonds en euros et non l'inverse. Et à mon avis, je vais vous dire, Stéphane, la hausse des taux, elle va avoir une conséquence. Ça va être de cesser de diaboliser le fonds en euros. Je pense que la place va aujourd'hui chercher à commencer à remettre un peu d'argent dans le fonds en euros pour investir à des taux qui sont un peu plus élevés qu'hier, mais surtout pour avoir des flux entrants en cas de crise, qu'importe au passage que le rendement réel soit négatif. Et du coup, voyez-vous, je me languis déjà pour voir si le régulateur, à cette occasion, se posera la question de savoir si le devoir de conseil a été respecté.